Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci, bientôt la fin du mois de décembre. Donc là, on va attaquer les deuxièmes travaux que vous allez devoir faire. Donc je suppose que vous avez eu le temps de faire toutes les buttes comme moi j'ai fait là. Donc je vous avais bien expliqué ce qu'il fallait faire exactement avec ces buttes-là. Donc je suppose que vous avez déjà terminé, hein. Ça fait pratiquement 10 jours. Je pense que ça devrait être bon pour vous. Alors maintenant que vous avez fait vos buttes, vous allez devoir faire des petits carrés comme ça à l'intérieur de la butte, à peu près de 30-40 cm de profondeur, à chaque fois au milieu de la butte, progressivement en avançant. Et dedans, vous allez faire comme je viens de faire moi, mettre vos aliments de nourriture, les plures et toutes ces sauges-là, au lieu de le jeter à la poubelle, le mettre dans un compost. À savoir qu'un compost, c'est pas l'idéal, puisqu'on peut y penser. Les composts, c'est bien, mais il vaut mieux privilégier plutôt de mettre ça directement dans la terre. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire un genre de... au lieu de mettre de l'eau, vous pouvez faire la même chose que ça. C'est-à-dire que vous prenez vos plures, vous les mettez dans de l'eau, une sorte de poubelle. Vous allez par exemple à Castorama, Romerlin, etc. Vous prenez une poubelle de 60-80 litres, vous mettez vos plures dedans et vous mettez de l'eau. Et vous laissez ça une bonne dizaine de jours minimum, le temps que ça macère. Vous rajoutez à peu près 5 litres à 10 litres d'eau tous les 2-3 jours, de façon à ce que ça parte pas en purin. Et du coup, vous retournez de temps en temps, vous rajoutez vos aliments, etc., etc., tous les jours. Et au bout d'une dizaine de jours, donc là, normalement, vous avez fait au moins 3 à 4 fois dans les 10 jours, remis de l'eau et de la nourriture dedans, pour plure. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre un genre de filet, une moustiquaire, quelque chose comme ça, et vous passez le jus. Et du coup, vous allez avoir un jus de cette façon-là, qui est fortement nourri en aliments comme du potassium, de l'iode, etc., etc. Et ça fera un bon petit nutriment qui sera pour votre terre. Alors à savoir une chose, voilà, vous mettez comme ça, vous remplissez bien. Là par exemple, pour un truc comme ça, je vais mettre un arrosoir de 10 litres d'eau. Une fois que vous aurez bien mis vos aliments dedans, vous pouvez à la rigueur mettre aussi les excréments de vos animaux, hein, si ils sont en bonne santé, comme toujours. Hein. On ne met pas des trucs qui sont pas bons dans la terre. Hein. Si par exemple vous nourrissez vos animaux avec des croquettes et tout ça, non, hein, c'est pas très bon. Des animaux qui sont nourris aux croquettes, c'est pas bon. Hein. Vous nourrissez pas aux croquettes, hein, que je sache. Hein. Même s'il y a beaucoup de trucs qui sont dedans, c'est pas de la vraie nourriture. Par exemple, vous savez, si vous avez des chiens, eux, ce qui est formidable avec les chiens, c'est qu'ils peuvent manger tout ce que vous mangez vous. Alors c'est des très bons excréments qui feront donc de la bonne nutriments pour vos terres. Donc vous pouvez prendre à la rigueur les nutriments qu'ils vont faire pour mettre dans la terre. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, vous rebouchez comme je fais moi. Bon là c'est pas évident avec une main, donc je pourrais pas faire mieux que ça. Hop, donc voilà, vous faites exactement comme ça. Vous rebouchez bien. Et une fois que c'est bouché, donc vous voyez, moi par exemple j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-ci, et là je vais faire celui-là, le troisième. Et donc comme ça, la terre elle sera bien nourrie. Alors oui, à savoir une chose, c'est que la terre, contrairement à ce que tout le monde fait, on ne nourrit pas la terre quand on plante. C'est-à-dire que vous faites vos semis, les semis vont faire à peu près 5-10 cm du pot. De là, on va repiquer dans la terre et en principe y mettre des nutriments comme des apports nutriments que vous avez dans les magasins. Ben non, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. On ne nourrit pas une plante quand vous la plantez. On nourrit d'abord la terre et une fois que la terre est bien nutritionnée dans ses aliments, dans tout ce qu'il faut dans ses apports, 1 mois voire 2 mois après, on peut remettre ses pieds de tomates, de concombres, etc. Tout ce qui va être pour l'été dans la terre. Et de là, une fois qu'on a planté les plants, il ne faut plus du tout rajouter d'apport de nutriments dans la terre. Sinon, c'est là que vous allez créer
des trucs pas très bons. Moi, je ne vais pas rentrer dans les termes parce que je connais pas trop les termes, mais de ce que j'ai appris et ce que j'ai pu étudier, c'est pas ce qu'il faut faire. Par exemple, si on prend un exemple sur... alors c'était une étude sur... je sais plus comment il s'appelle, vous savez, moi, les noms, je ne retiens pas du tout les noms. C'était un japonais, je crois. Enfin, bref. Il avait fait une thèse sur l'urine qui était très, très essentielle pour beaucoup de choses. Et justement, par exemple, si je prends l'urine qui est très fortement dans tout ce qui est... Je crois que c'est de je sais plus c'est quoi exactement. L'azote, je crois. Non, c'est pas de l'azote, c'est du potassium peut-être. Ouais, oui, c'est sûr qu'il y a du potassium dans l'urine. Mais il y a un truc qui est vraiment très concentré. Enfin bref, on va dire, par exemple, c'est une vitamine B. Je dis ça une image, comprenez-le bien. On va dire, pour un exemple, vitamine D. Cette vitamine D, si vous la mettez après avoir planté vos plants vont trop prendre de cette vitamine vu qu'elle va arriver directement sur les racines. Et du coup, c'est comme si que vous allez faire une cure de... vous allez manger l'équivalent de 30 oranges en une semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez forcément avoir un bouton qui va faire un rejet. Et bien la plante, elle va faire à peu près la même chose. Elle va déjecter ce trop par ses... on va appeler ça des pores. Et du coup, il va avoir une sorte de petit liquide sur ses feuilles. Et vous allez avoir une invasion de pucerons qui va venir pour pouvoir se nourrir de ce liquide. Voilà pourquoi il ne faut pas nourrir les plantes après avoir planté, mais toujours 1 mois, 2 mois avant. Bon, j'espère que ça, vous l'aurez bien compris, j'ai essayé de bien m'expliquer. Deuxième chose, alors, c'est un test que je fais, donc vous voyez le constater. Ici, j'ai continué de mettre la bâche, bien que la gelée pour les pommes de terre est difficile, on va dire, parce que c'est des patates. Alors, c'est des patates, je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais c'était bio. C'est des patates bio que j'ai pris et du coup j'ai replanté. Mais comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez difficile. Je suppose que ça doit être des patates de serre ou un truc comme ça. Ici, je n'ai pas mis de bâche. Donc comme vous pouvez le constater, c'est mort. On voit bien, elles ont cramé. Elles n'ont pas tenu aux 0 degrés. Et encore moins à l'humidité de la gelée que ça fait le matin. Donc on voit bien les patates. Si on ne met pas de bâche, ça passe pas. Toutefois, l'année dernière, c'est là que je vais en venir, et c'est pour ça que je n'ai pas mis de bâche ici. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Toute cette allée ici, toute cette allée-là, j'ai mis des patates, pareil, même période l'année dernière, et elles ont gelé. Elles ont fait exactement comme ceux que je vous ai montré là-bas. Elles ont gelé. Et du coup, je l'ai laissé comme ça, j'ai récupéré quelques-unes, mais là, elles sont repoussées, même période. En partir de novembre, elles ont commencé à pousser dans septembre, je crois. Elles ont commencé à sortir septembre, octobre peut-être, non, peut-être pas septembre, octobre. Fin octobre, début novembre, elles ont dû commencer à sortir. Et regardez la différence. Celles-là, il faut savoir, ces patates-là, elles ont subi la gelée de l'année dernière. Et regardez par miracle, elles sont intactes. Et ouais, elles sont intactes. Elles n'ont pas du tout de jaune. Et on voit qu'elles ne sont pas mortes. Il n'y a pas de noir, il n'y a rien du tout. Donc elles ont résisté à la gelée cette année. Regardez celle-là aussi. Vous avez vu ça? Impeccable, hein? Mais vraiment impeccable. Elles ont aussi tenu à la gelée cette année. Alors pour moi, la génétique, elle a enregistré l'année dernière la gelée qu'elle s'est prise. Elle a développé une petite résistance. Et du coup, les bébés que le plant a fait, ils ont végété toute une année. Et là, quand ils ont ressorti, ils savaient déjà la génétique de leurs parents. Donc de ceux des mamans et des papas qui ont fait les fleurs, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, vous aurez compris. Et du coup, eux, ils ne connaissent pas le gelé, comme c'est certainement des trucs sous serre, etc. Mais eux qui sont là-bas, ils ont connu la gelée.
Donc dans leur génétique, ils ont enregistré qu'il fallait qu'ils se défendent contre le froid. Pour moi, voilà pourquoi il ne faut pas couvrir. Regardez celle-là aussi, pas couvert l'année dernière. Elle a repoussé, elle a résisté à tout ce qui est froid. Celle-là aussi. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est des trucs qu'il faut savoir. Celle-là aussi, vous voyez? Elle est sortie il y a à peu près 3 semaines. Hein, et elle tient. Donc vous comprenez que les plantes, si on les couvre, si on les bichonne et tout ça, ben leur génétique, elles ne suivent pas. Et du coup, elles contractent des faiblesses et tout ce qu'il ne faut pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux planter tout ce qui est retardataire, comme je vous ai expliqué, pour pouvoir qu'ils développent leur résistance, afin que leur progéniture, donc les graines, tout ce qui est, par exemple les patates, eux, ça va être les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les bulbes, les trucs comme ça, qu'eux puissent enregistrer ce que leurs ancêtres ont vécu et avoir leur résistance. Donc vous voyez finalement, ben, le système des bâches, c'est bien, mais vous voyez, c'est un peu délicat. Parce que si on continue sur ce cycle-là, on aura forcément à un moment donné des complications. Or là, eux, ils n'auront pas de complications parce qu'à chaque fois, à chaque année, ils vont toujours enregistrer la génétique d'avant. Ils vont développer des résistances. Voilà, c'est quoi je voulais vous expliquer par rapport à ça. À part ça, ben, vous n'aurez pas d'autres travaux à faire, hein, à part bien alimenter toute votre terre avec les nutriments comme je vous ai expliqué. Et à la rigueur, ce que vous pouvez commencer à faire aussi, je suis allé de l'autre côté, si vous avez fait aussi un aplatissement comme j'ai fait moi ici, vous voyez comme j'ai fait là, c'est essayer de retourner de temps en temps avec, vous savez, les 4 griffes, hein, je vais vous le remontrer, je crois que c'est l'accro, de retourner de temps en temps, une fois tous les 5-6 jours, de façon à ce que la terre, elle reste toujours meuble, et pas qu'elle se renfonce. Vous voyez, voilà, c'est cet outil-là, hein, avec les 4 griffes. Donc, hein, comme je vous ai expliqué la dernière vidéo, voilà, de temps en temps, vous faites comme ça, de façon à ce que la terre elle reste toujours meuble. Parce que si elle commence à se retasser, ça va être compliqué. Donc voilà les 2 trucs que vous devez faire pour à peu près jusqu'à mi-janvier. Et d'ici mi-janvier, je vous repartirai sur une vidéo pour vous expliquer ce que vous devrez faire. Donc là, si on fait, normalement, si vous avez bien suivi les 10 jours, la nourriture pour la terre, il faut bien la nutritionner, hein, retourner un peu la terre comme je vous ai de vous montrer. Et dernière chose que je ne sais plus ce que c'était, ouais, des fois on veut tellement en dire qu'on oublie, il y avait autre chose. Ah oui, ça c'est très important. Là vous voyez, j'ai commencé à filtrer de l'eau. Donc là je dois avoir à peu près 900 litres d'eau. Ça c'est très très important. Essayez si vous avez la possibilité de filtrer de l'eau. Si vous n'avez pas le matériel, tant pis, hein, vous prenez de l'eau le plus pure possible. Mais ça c'est très important. Plus vous allez avoir de l'eau pure, plus vos semis que vous allez faire en mars, avril, mai, seront dans de bonnes conditions. Parce que plus l'eau elle sera saturée, moins vos semis seront top. Mais ça, si vous n'avez pas la possibilité, ben, vous ne le faites pas. Hein. On ne peut pas inventer des choses. À la rigueur, tout ce que vous pouvez faire éventuellement pour faire un genre de filtre un peu à la sauvage, on va dire. Hein. Vous prenez, vous savez, les tamis qui servent à tamiser le sable. Vous prenez un tamis comme ça, à petit maillon, là, fait un petit trou. Vous prenez du charbon un peu grossier, et vous mettez sur tout le tamis, et vous essayez de faire un espèce de truc à goutte qui passe sur ce tamis, de façon à ce que ça puisse filtrer plus ou moins. Mais bon, ce sera pas top, même ce sera toujours mieux. Bon, sur ce, je vous ai montré tout ce que vous avez à faire pour fin décembre jusqu'à peu près le 15 janvier. Et nous repartirons sur une autre vidéo pour autre chose. Je pense que j'aurai pas mal de choses à dire. Mais si je dis, vous voyez déjà là je suis pratiquement à 15 minutes, si j'en dis trop,
c'est compliqué, sinon on va partir sur des formats de 30 minutes et plus, ça va pas le faire. Donc j'essaierai de toujours au moins avoir un ou deux trucs à vous dire de faire, pas plus. Sinon le format de la vidéo sera beaucoup trop long. Il y a tellement de choses à dire, mais on peut pas tout dire, hein. Donc n'oubliez pas aussi, si vous n'avez pas une espèce de herse, hein, vous prenez le râteau. Ça c'est très important les amis, hein, c'est très important. Ça il faut le faire. Comme je vous ai expliqué, de tirer la terre comme ça. Il ne faut pas que la terre elle se tasse, il ne faut pas qu'elle fasse des crevasses. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais vous le faites au moins une fois tous les 3-4 jours, de façon à ce que la terre ne fasse pas de crevasses. Si la terre elle fait des crevasses, c'est fini, hein. La terre elle va sortir toute l'humidité qu'elle a emmagasinée et elle va devenir sec. Et après ce sera fini, vous ne pourrez plus rien faire. Donc ça, chose très importante à faire, surtout faites-le. Sinon vous allez avoir une terre dure, une terre qui sera sec et vous ne pourrez pas planter, hein. Allez sur ce bye-bye et il y avait aussi une autre chose aussi que je vais vous dire. Commencez si vous avez la possibilité d'avoir du feuillage, des feuilles, hein, des feuilles, pas autre chose, des feuilles. Par exemple, vous avez les châtaigniers, vous avez les aiguilles qui commencent à se faire, les aiguilles de pin. Vous avez les oliviers, les pommiers. Bon, vous comprenez le but, hein. Donc, essayez de récolter le plus possible de feuilles. Si vous avez un lieu, allez-y, ramassez des sacs. C'est très important. Parce qu'à partir de milieu janvier, on va avoir besoin de ces feuilles. Donc, surtout, pensez, si vous avez la possibilité, de trouver ces feuilles. Allez, sur ce, bye bye.